OK, OK. Bonjour tout le monde, bonjour aux personnes qui écoutent en replay, qui écoutent l'enregistrement. N'hésitez pas à me dire, là, je vois qu'il y a des personnes qui commencent à se connecter si ça fonctionne bien. Puis pour confirmer que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien, dites-moi, est-ce que vous avez déjà fait de la publicité sur Meta? Puis à quel genre de budget vous investissez en ce moment? Je suis curieux parce qu'aujourd'hui, on parle d'investissement assez massif là, sur la plateforme. Donc, je suis curieux de savoir, vous partez d'où? Euh, Est-ce que vous avez déjà fait de la pub? Il y a Geneviève qui dit oui, mais j'haïs ça. Allô Geneviève, content que tu sois là. T'as y faire de la pub, ok, mais j'assume que tu en as déjà fait. Bon matin Caroline, j'espère que tu vas bien. Cool, ça a l'air de bien marcher. Si vous écoutez en live et qu'il y a un problème, qu'il y a un bug, qu'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à rafraîchir la page. Je vais revenir dans des plus brefs délais. Et si vous écoutez en rediffusion, n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions. On n'aura pas un chat en direct, évidemment, si vous écoutez l'enregistrement, mais ça va me faire plaisir de vous aider s'il y a quoi que ce soit. Cool, ça a l'air de bien fonctionner, génial. Est-ce qu'il y en a pour qui c'est la première fois que vous écoutez un de nos webinaires? C'est la première fois que vous me voyez dans cet écran-là ou est-ce que vous en avez déjà vu dans le passé? Je suis quand même curieux de savoir, là. Il y a beaucoup de gens qui nous disent «Ah, j'en ai vu quelques-uns et tout», fait que j'aime toujours voir ça. Jonathan dit «Oui, 15 à 45 000 par mois». OK, parfait. Ben, tu vois, c'est intéressant parce que c'est à peu près dans le range qu'on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de comment rester profitable en investissant des budgets aussi hauts que du 30 000 par mois et plus. Donc, super intéressant, Jonathan, que tu sois là. Je pense que si jamais les résultats que tu as en ce moment ne sont pas à la hauteur, que tu regardes ça et tu te dis, j'ai investi beaucoup, mais on dirait que c'est pas tant payant, je pense que ça va t'aider aujourd'hui. Puis sinon, ben, les principes que je montre pour se rendre à 30 000, c'est les mêmes à répliquer puis à continuer pour se rendre à 50 ou même à 100 000. Donc, je pense que ça va pouvoir t'aider aussi de ce côté-là. Bon, parfait. Alors, commençons sans plus tarder. Si vous avez déjà vu de nos webinaires, vous le savez, j'aime ça aller droit au but. Euh, donc, comment est-ce qu'on fait pour rester profitable en publicité méta en investissant plus de 30 000 par mois? 30 000 par mois, c'est à peu près 1 000 par jour. Si jamais vous regardiez votre budget en quotidien, ça revient à peu près à ça. Mais c'est bon à savoir, là. On est dans ces eaux-là. Le but, c'est de se rendre. Vous n'avez pas besoin d'investir ça aujourd'hui pour que ce soit pertinent pour vous, mais je pense que ça va pouvoir vous aider. Quelque chose qu'on voit souvent. Moi, je fais souvent des appels de consultation avec des entreprises qui investissent beaucoup, qui cherchent à monter leur budget. Puis un truc que je vois qui revient souvent, c'est j'augmente très vite mon budget et mes ventes ne suivent pas. On a une situation initiale qui est bonne, je mets de la pub, je mets peut-être 3 000, 4 000 ça marche bien. J'essaie de passer à 10 000 et ça monte, mais ça ne suit pas la même rentabilité, là. Je double mon budget, puis mes ventes, ils montent de 10 ou de 20. Ça ne suit pas. C'est comme si ma situation était bonne en bas et dès que je veux monter, c'est comme si j'atteignais un plateau, un plafond, peu importe comment on l'appelle, ça ne veut pas suivre, là. J'ai l'impression que je bloque. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment passer ça. C'est comment faire en sorte que, oui, quand j'augmente mon budget, peut-être que je perds un peu en efficacité ou quoi, mais je veux que mes résultats suivent, je veux continuer d'être performant, je veux continuer d'être profitable. Donc, on va voir 4 choses. Comment valider que tes campagnes amènent vraiment de nouvelles ventes? Comment structurer ton compte pour investir plus? Il y a des éléments dans ta structure de campagne, dans ton ciblage qu'on va venir modifier, qu'on va venir s'assurer qu'ils sont bons. Comment multiplier par 10 ta création publicitaire? Peut-être pas fois 10, là, peut-être que tu regardes ça et tu te dis, oh non, qu'est-ce qu'on va faire? Tu vas voir, je vais te montrer une méthode pour aller créer beaucoup plus de publicité et je vais te prouver pourquoi c'est vraiment utile. Et en quatrième point, comment mesurer l'évolution des bonnes métriques au fil du temps pour être certain que ta publicité ne fait pas juste afficher des bons chiffres, mais que tu aies un vrai impact pour vrai. Donc, commençons sans plus tarder. Je me présente si jamais vous me connaissez pas. Je m'appelle Charles Davignon. C'est moi qui est étendu là, en bas sur cette magnifique photo. J'ai lancé Antilope il y a maintenant plus de 7 ans, qui est une agence de publicité en ligne. On fait que de la publicité sur Meta, sur Google, sur Pinterest, LinkedIn, TikTok. Ça nous arrive de faire plein d'autres plateformes aussi. Mais on ne fait que ça, principalement pour des boutiques en ligne. Et c'est vraiment basé là-dessus que j'ai ressorti toutes nos connaissances, tous nos apprentissages des dernières années sur comment est-ce qu'on fait pour prendre une entreprise qui investit
quelques centaines ou quelques milliers de dollars par mois et comment on l'amène à plusieurs dizaines de milliers de dollars en budget pub et en restant profitable. On en a plusieurs clients qui investissent ce genre de budget-là. On l'a vu au fil du temps, qu'est-ce qui faisait qu'il y a des entreprises qui se rendaient, qu'est-ce qui faisait qu'il y a des entreprises pour qui c'était plus difficile. Puis mon but d'aujourd'hui, c'est vraiment de vous rassembler ça dans quelque chose de plus digeste possible, puis que ce soit vraiment pratique. Peu importe que vous ayez une agence en ce moment, que vous le fassiez par vous-même, peu importe, les principes restent vraiment les mêmes. Premièrement, on va voir comment valider que les campagnes amènent vraiment des nouvelles ventes. On va voir ça en 2 points, mais c'est vraiment, vraiment important ici parce que il y a tellement de gens qui investissent en publicité, puis ils ne se rendent pas compte à quel point leur budget pub n'impacte pas vraiment leur vente. Moi, j'en ai vu des entreprises fermer leur campagne et se rendre compte que leur vente totale sur Shopify restait les mêmes. Genre, tu investis 5 000 $ par mois, tu passes à zéro le mois suivant, tes ventes restent presque pareilles, ça ne change pas. Parce que Meta va s'attribuer énormément de ventes. Donc, premièrement, on va valider, est-ce que les gens cliquent vraiment sur les pubs avant d'acheter? Est-ce que la publicité est vraiment dans le parcours client ou est-ce que Meta ne s'attribue pas un peu trop de résultats pour rien? Et en deuxième point, qui achète vraiment à partir de tes pubs? On va voir ça. Donc, premièrement, est-ce que les gens cliquent sur tes pubs pour vrai avant d'acheter? Pour valider ça, on va aller modifier nos paramètres d'attribution. Ce qui se passe par défaut, c'est que Meta, si quelqu'un clique sur ta pub et achète, il va s'attribuer une vente. C'est normal. Quelqu'un a cliqué sur la pub. Mais si quelqu'un ne fait que voir ta publicité, ne clique pas et achète dans les 24 heures suivantes, il va aussi, par défaut, le considérer comme une vente. C'est les ventes qui sont un jour vues ou les view-through conversion. C'est donc des gens qui, oui, peut-être ont vu ta publicité, mais pour qui la publicité, c'est probablement pas le facteur d'influence numéro un. Si je fais juste voir une pub passer, que je clique même pas, et que magiquement, plusieurs heures plus tard, je trouve ta marque sur Google, je clique sur une infolettre, je vois d'autres contenus, je fais ci, je fais ça, et j'achète, ben c'est pas ta pub qui a fait le gros du travail. Là. Ta pub était dans le parcours, mais elle fait juste s'attribuer une vente pour le fun. Donc, comment est-ce qu'on fait pour valider qu'on n'a pas trop de ventes qui viennent de ces vues-là? On va dans nos colonnes, on choisit ici comparer les paramètres d'attribution. Je l'ai mis en jaune, là, je pense qu'on voit ma souris. Et on vient cocher attribution 7 jours clic et 1 jour vu. Qu'est-ce que ça va faire concrètement ici? C'est que ça va nous donner 2 colonnes au niveau de nos résultats. Plutôt que d'afficher uniquement mon nombre de ventes ou mon retour sur investissement, je vais pouvoir le découper selon les ventes qui viennent des 1 jour vu puis les ventes qui viennent des 7 jours clics. Puis j'ai mis un exemple ici qui est vraiment frappant. Là. Sur ces campagnes-là, le total qu'on voit en bas, c'est que Meta se rapporte 299 ventes. Fait que si je regarde juste mes résultats, je pourrais me dire « Wow, j'ai généré 300 ventes grâce à Meta, c'est vraiment très très cool. » Quand je découpe ce paramètre d'attribution, je vois qu'il y en a 139 qui viennent de mes conversions un jour vu. Ça veut dire que sur mes 300 ventes, sur mes 299, j'en ai 139 qui n'ont même pas cliqué sur la pub avant d'acheter, qui ont juste vu la pub passer et qui ont acheté par eux-mêmes d'une autre façon par la suite. C'est majeur, là. J'ai 46-47% de mes résultats qui proviennent même pas de clics sur ma pub. C'est vraiment énorme. Et ça va vraiment, vraiment arriver quand tu as une grosse notoriété, quand tu as beaucoup de canaux publicitaires ou de canaux marketing, genre que tu es placé dans différents points de vente, que tu fais des collabs, que tu as des pubs à la télé, là, peu importe ce que tu fais, parce que c'est pas juste tes publicités sur Meta qui vont influencer les achats. Les gens peuvent les voir passer, mais c'est pas juste ça qui va faire que les gens achètent. Si tu as une grosse game de marketing par courriel, que ta clientèle est très récurrente, ça va aussi arriver beaucoup. Au contraire, on a juste 160 ventes qui viennent vraiment des clics. Fait que là, à 46% comme ça, c'est quand même majeur. Il faut au moins le savoir quand tu analyses tes résultats pour se dire, ben, j'ai pas vraiment 300 ventes de plus. J'en ai peut-être un peu plus que 160. Sur mes publicités de un jour vu, il y en a peut-être qui ont été influencées par la pub, mais certainement pas 139. Donc, comment on fait sur cette proportion-là? Généralement, si tu as moins de 40% de tes ventes qui viennent des un jour vus, c'est pas un problème. C'est normal qu'il y ait une partie des ventes qui viennent comme ça. À la limite, ça nourrit aussi ton algorithme d'avoir plus de données pour Meta. Fait que c'est un mal pour un bien, on considère que c'est assez bien. Si des entre 40 et 50%, on le surveille. Parce que si ça se peut que ce soit temporaire, genre tu fais une grosse offensive marketing, tu envoies plein d'infolettres, ben peut-être que les infolettres vont venir gonfler ce chiffre-là, par exemple. Fait qu'on le surveille, on regarde comment ça évolue, on ajuste si nécessaire. Puis si c'est plus que 50%, si tu as plus qu'une vente sur deux qui vient de tes conversions un jour vu, c'est un problème. Ça veut dire que la majorité de tes résultats trackés par Meta sont même pas dus à des clics sur tes pubs. Puis ça veut dire que si demain tu doublais ton budget, ben tu n'irais pas doubler tes ventes. Parce que c'est juste des ventes qui auraient lieu anyway que Meta s'attribue pour rien.
J'espère que vous me suivez jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qu'on fait dans cette situation-là? Qu'est-ce qu'on fait si on a trop de proportions de ventes qui viennent du un jour vu? On vient les désactiver dans notre paramètre d'attribution. Donc, sur notre campagne, là, c'est peut-être petit selon l'écran que vous avez, on s'en va dans notre ensemble de publicités et je vais le mettre même en grand là, ici. Au niveau du paramètre d'attribution, dans clic, on garde 7 jours et on vient enlever les vues simples ici. Là, c'est en jaune, on le voit. Les vues simples, on met aucune plutôt qu'un jour. Très, très important. On ne le fait pas pour rien. On ne le ferait pas si j'avais juste 20% de mes ventes qui étaient là-dessus parce que ça viendrait nuire à mon algorithme. Mais là, si j'ai 50, 60, 70% des ventes qui viennent du un jour vu, je veux l'enlever parce qu'en ce moment, Meta, il fait juste s'afficher auprès de gens qui auraient acheté anyway. Puis si tu as une clientèle récurrente, si tu as des gens qui te connaissent, tu as une grande notoriété, ça va toujours arriver parce que quand Meta voit quelqu'un qui est déjà sur le point d'acheter, quelqu'un qui a déjà cliqué sur tes 2 dernières infolettres, puis qui a visité ton site, puis qui a déjà acheté dans le passé, ben oui, il va afficher de la pub là parce qu'il va se dire ça va être facile de générer des résultats pour ça, puis ça va faire beaucoup de ventes par vue simple. Ça ne générera pas vraiment de nouvelles ventes ou de nouveaux clients. OK. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Ça me fait plaisir de m'arrêter au travers si jamais il y a des questions qui concernent ça. Sinon, si je vois que c'est un peu plus général ou adapté à une situation particulière, je vais y répondre à la fin. Je les note là, au fur et à mesure. OK. Donc ça, c'est la première chose. S'assurer que les pubs amènent vraiment des ventes. Un petit bonus qui peut être intéressant à faire, c'est d'ajouter un post-purchase survey, un formulaire, un petit questionnaire qui s'affiche après les achats. Ça peut être intéressant ici pour ajouter des données à notre analyse, parce qu'après l'achat, on peut dire hey, par où est-ce que tu nous as découvert? Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as acheté aujourd'hui? Est-ce que tu as eu des hésitations et tout? Et dans le cas de notre attribution publicitaire, ben, ça permet aux gens de dire je vous ai découvert grâce à la pub ou un ami a parlé de vous ou je vous ai cherché sur Google, par exemple. Puis ça peut nous permettre aussi de savoir, ben, si personne déclare qu'ils ont vu des publicités puis que Meta t'affiche plein de résultats, peut-être que tu as un ajustement à faire aussi. Donc, c'est intéressant. C'est déclaratif, donc c'est pas parfait. C'est tout le monde ne sait pas exactement c'est quoi leur parcours d'achat. Je me souviens peut-être pas de la pub que j'ai vue il y a 7 jours ou quoi, mais ça peut venir quand même corroborer les hypothèses que tu te fais. Puis en plus, cet outil-là, Pathlight, si je ne me trompe pas, il est gratuit jusqu'à une certaine utilisation, donc ça peut être une belle façon de commencer, ça coûte rien et ça s'ajoute assez facilement. OK. Maintenant qu'on a confirmé que les gens cliquaient vraiment sur nos pubs avant d'acheter, puis la raison pour laquelle on confirme ça d'ailleurs, c'est que si les gens ne cliquent pas, ça ne vaut pas la peine d'augmenter ton budget, ça ne va rien donner. Tu dois valider ça avant de mettre des budgets plus importants. Ensuite, on veut savoir qui achète vraiment à partir de nos pubs. Est-ce que c'est des nouveaux clients que je vais être capable de scaler et d'aller en chercher plus, ou est-ce que c'est juste des gens qui me connaissent déjà, puis à ce moment-là, ma publicité a moins d'impact et va moins pouvoir scaler. Pour y arriver, Meta a sorti une belle déclinaison, une répartition de résultats qui s'appelle les segments d'audience. Pour les afficher, je m'en vais dans répartition, dans mon gestionnaire de publicité. Je vais dans données démographiques et je choisis segments d'audience. S'ils sont configurés, c'est ceci qui va s'afficher. Chacune de mes campagnes va se décliner en plusieurs lignes avec 3 segments. Audience engagée, client existant et nouvelle audience. Si c'est déjà configuré, ce que tu dois comprendre ici, c'est que client existant, c'est des gens qui font déjà partie de ta clientèle, qui ont déjà fait un achat. Audience engagée, c'est des gens qui n'ont pas encore fait d'achat, mais qui ont visité ton site web, qui ont déjà eu une interaction avec ta marque, qui sont peut-être sur ta liste email, par exemple. Et nouvelle audience, c'est des gens qui ne l'étaient pas du tout avant de faire cet achat-là. Qu'est-ce qui est intéressant ici, c'est de voir c'est quoi la proportion des ventes qui vient de clients existants. Si j'ai 139 ventes, comme dans l'exemple ici, et que j'ai 100 ventes qui viennent de clients existants, ben Meta m'affiche un beau 139, je suis content, mais j'ai la très très grande majorité des ventes qui viennent de gens qui avaient déjà acheté. Puis aller chercher une vente d'un client existant, on le sait, ça coûte beaucoup moins cher, c'est beaucoup plus facile, puis ça ne se scalera pas magiquement. Je ne pourrais pas convaincre mes clients existants d'acheter 5 fois plus juste parce que je fais 5 fois plus de publicité ou que j'investis plus. Je vais être sûr que je vais chercher des ventes chez des gens qui n'ont jamais acheté chez moi. Dans cet exemple-ci, finalement, on a juste un 6% des ventes qui viennent de ma clientèle existante, donc c'est assez bien. Si ce que tu vois comme résultat ici, c'est inconnu, tu n'as pas ces 3 rangées-là, tu as juste inconnu avec toutes tes stats, ça veut dire que Meta ne les connaît pas, tes segments d'audience. Et pour ça, on va le régler ensemble. Donc, que ce soit en direct maintenant, tu peux ouvrir ton gestionnaire de pub ou que ce soit en replay. Je t'invite à le faire avec moi. Tu peux mettre sur pause aussi en cours de route. On se rend dans nos paramètres des publicités. Donc, tout à gauche de notre gestionnaire de pub, on va sur les menus, on choisit paramètres des publicités. Et une fois qu'on est là, on va dans nos segments d'audience, ici.
Les segments d'audience, c'est là où on va dire à Meta, voici ce qui fait partie de chacun de ces fameux segments-là. Une fois que je suis dessus, c'est pas très très compliqué. C'est comme une configuration d'audience. Donc, dans audience ayant interagi, je vais mettre toutes les audiences de gens qui ont visité mon site mais qui n'ont pas encore acheté. Donc, site web, si tu as la conversion de search, les gens qui font des recherches sur ton site, initiate checkout, le paiement initié, add to cart, l'ajout au panier, add payment info pour les gens qui commencent leur paiement. Tout ça, c'est des événements qui disent à Meta, j'engage avec la marque, mais je n'ai pas encore fait mon achat. Tu pourrais mettre une liste email de prospects aussi, par exemple. Dans clientèle existante, le deuxième onglet, on va mettre ici toutes nos audiences d'acheteurs. Au niveau du pixel, ça va être les acheteurs des 180 derniers jours, les 6 derniers mois. Et si tu peux mettre des audiences custom de Shopify, des listes email de clients, ça va être encore mieux parce que Meta va avoir une vision un peu plus complète de c'est qui ta clientèle cible. Et ça fait deux choses. Ça fait la division qu'on a vue, ça fait la segmentation, ce qui est très très cool, mais en plus ça nourrit l'algorithme parce qu'à partir de maintenant, Meta va comprendre c'est qui mes clients, à quoi ils ressemblent, puis ça va lui permettre de, sans que tu ailles configurer d'audience lookalike ou quoi, ça va lui permettre d'aller chercher des gens qui leur ressemblent. Donc, ça guide beaucoup l'algorithme que tu configures cela, ces deux segments-là. Bon, une fois qu'on a ça, une fois que c'est configuré et que tu as des données à ce niveau-là, ce que tu veux regarder, c'est est-ce que tu as moins de 25% des ventes de ta campagne qui proviennent de clients existants, puis des ventes de ton compte en général. Ce que tu veux au niveau de ta pub, c'est que tant qu'à investir en pub, je veux aller chercher des gens qui ne me connaissent pas et qui n'ont jamais fait d'achat chez moi. Donc, si j'ai moins de 25% des ventes qui viennent de ma clientèle existante, c'est parfait. Si j'ai 25 à 35%, ça dépend. Si j'ai un modèle qui est très, très, très récurrent, peut-être que c'est intéressant. Si j'ai un modèle qui ne l'est pas du tout, c'est un problème. Puis si j'ai plus que 35% de mes ventes qui viennent de clients existants, c'est un problème. On veut que Meta aille chercher du nouveau monde. C'est pour ça qu'on investit. Les gens qui te connaissent déjà, ils vont venir racheter sans que tu aies besoin de leur en parler. Et tu as aussi ton infolette pour aller les rejoindre. Tu as tes réseaux sociaux et tu as une petite partie de ta pub. Donc, il ne faut pas que la majorité de ta pub aille sur des gens qui ont déjà acheté chez toi. Ça fait juste gaspiller du budget et tu n'es pas prêt à mettre des plus gros investissements non plus parce que tu fais juste recibler des gens qui te connaissent déjà. Ta stratégie n'est pas alignée pour investir du 20 000, du 30 000, du 50 000 par mois. Voilà. OK, comment est-ce qu'on fait pour régler ça? Mettons que je me rends compte que je cible trop mes clients existants. Qu'est-ce qu'on fait pour régler ça? La solution, elle est très, très, très simple. Il faut juste s'assurer qu'elle est bien configurée. Ça se fait par une exclusion d'audience. Dans tes campagnes principales, tu vas toujours, toujours, toujours venir exclure les gens qui ont déjà fait un achat dans ta boutique en ligne. Ce qu'on veut, c'est que si quelqu'un a déjà fait un achat, soit qu'il ne voit plus du tout de publicité, ou on va y revenir pour avoir une campagne dédiée avec un mini budget pour être certain que ce soit bien contrôlé. Mais dans une campagne principale que tu vas scaler, que tu vas investir plusieurs centaines ou plusieurs milliers de dollars par jour sur cette campagne-là, moi je te le recommande, viens exclure les acheteurs, au minimum ceux des 180 derniers jours par le pixel, mais si tu peux mettre aussi tes listes clients de Shopify, viens les rajouter ici. Ça va t'assurer que chaque dollar ou chaque euro investi dans tes campagnes vont aller rejoindre quelqu'un qui n'a jamais acheté. Puis c'est beaucoup plus payant pour toi de générer un nouveau client, ou en tout cas en termes d'impact sur ta campagne, que de juste afficher auprès de gens qui ont déjà acheté, puis que ça fait juste les recibler à l'infini. Fait que ça, c'est très, très, très important. Avant de penser monter les budgets, là, je ferai ces deux étapes-là que je viens de montrer, là, m'assurer qu'on va rechercher des nouvelles personnes et m'assurer que les pubs impactent pour vrai les ventes. Voilà. OK. Maintenant qu'on a fait ces petits tweaks, où on s'est assuré que ça marche bien, comment est-ce qu'on fait pour structurer son compte pour investir plus? Comment est-ce qu'on fait pour avoir le bon ciblage, la bonne structure de campagne? Puis ici, c'est important parce que ça se complexifie rapidement quand on met des gros budgets. C'est facile d'avoir 12 campagnes en même temps qui font un peu la même chose, qui ont des pubs différentes ou des pubs pareilles, puis on peut se mêler vite et ça peut nous nuire comme ça peut nous avantager. Donc, je vous présente ce qui fonctionne généralement pour la majorité de nos clients. Ici, c'est une règle générale. Fait que ça se peut que dans ton cas, pour ta situation, pour ton modèle d'affaires, tu ailles différentes offres qui fassent en sorte que ce soit un petit peu différent, mais je pense que si tu investis déjà en publicité, tu vas être capable de l'adapter aussi pour toi. Donc, c'est important de tester, comme je le disais. On veut tester. Nous-mêmes, on remet en question ces meilleures pratiques-là constamment, mais c'est ce qui marche 9 fois sur 10 ou plus chez presque tous nos clients. Donc, la structure type de campagne pour investir un 30 000 par mois et plus, c'est 3 grandes catégories de campagnes. Notre campagne principale, où on va mettre un très gros budget, puis on va mettre nos meilleures pubs. Notre campagne de test, pour tester nos nouveaux contenus publicitaires. Et les campagnes extension, qui vont s'adapter à ton modèle d'affaires puis à tes besoins selon le moment dans l'année puis selon ce que tu fais.
Je vais adresser chacun de ces points-là, évidemment. Donc, premièrement, la campagne principale à haut budget, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est une campagne toute simple, avec un seul ensemble de publicités en audience Advantage Plus. L'audience Advantage Plus, c'est l'audience très large de Meta. Tu vas lui donner un pays peut-être ou une région. Peut-être que tu cibles juste le Québec, tout le Canada. On va lui donner cet ensemble-là. Au niveau du ciblage, on n'aura pas besoin de guider Meta plus que ça. Ce qu'on voit là, dans nos apprentissages dans les 2 dernières années, c'est que plus tu essaies de guider Meta, que ce soit dans ton ciblage, les critères d'intérêt, tout ça, ou que ce soit dans les placements, plus tu restreins l'algorithme et moins tes résultats sont bons. Donc, on veut laisser ça large. Le ciblage va se faire au travers du contenu de tes pubs. Ce que je veux dire par là, c'est que tu peux cibler tout le Canada, mais si tes publicités ils parlent de problèmes de sommeil parce que tu vends des oreillers et des matelas, bien, naturellement, tes pubs vont s'afficher auprès des gens qui répondent à ça. Donc, qui ont des problèmes de sommeil, qui veulent se changer d'oreiller, etc., etc. Très, très important, j'en ai déjà parlé, mais je l'ai remis ici. On veut absolument exclure nos acheteurs. Si j'ai un produit qui se rachète très, très vite, je pourrais exclure un peu plus court, mais moi, je recommande généralement d'exclure les 180 derniers jours. Comme ça, je suis certain que toutes mes pubs s'affichent auprès de gens qui ne viennent pas d'acheter, qui ont idéalement jamais acheté. Et ici, super important, dans cette campagne principale-là, je peux avoir entre 40 et 100 publicités qui tournent en même temps et qui sont hyper variées. Voilà, je vais y revenir à ce niveau-là, mais on va avoir un gros volume de publicité dans cette campagne-là. L'époque de 4 ou 5 pubs et les révolus, Andromeda, cette nouvelle mise à jour-là, permet à Facebook de vraiment, vraiment efficacement utiliser beaucoup de publicité en même temps et ça fait une très, très grosse différence dans les résultats. Je vais y revenir à ce niveau-là. Deuxième campagne, c'est notre campagne de test. Quand on arrive sur des budgets importants, comme 20 000, 30 000, 50 000, 100 000 par mois, on ne peut pas juste créer des publicités, les mettre dans la même campagne, les yeux fermés, puis espérer que ça marche. On doit faire un processus de test qui est un peu plus rigoureux que ça, et on doit forcer un peu plus Meta à tester nos publicités. Parce que, je vais y revenir, on va en créer beaucoup plus, donc tu ne veux pas que Meta brûle 9 publicités sur 10 juste pour le fun, puis qu'ensuite ils ne s'en servent pas. Donc, cette campagne-là, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est qu'elle va prendre en charge toutes les nouvelles publicités et on va avoir un ensemble de publicités par variable à tester. Fait que si je crée un nouveau concept de pub, ça va être un nouvel ensemble de tests. Si je m'adresse à un nouveau segment de clientèle, un nouvel ensemble de tests. Donc, on va faire des tests comme ça au fur et à mesure. On va aussi, là, venir exclure nos acheteurs, donc entre 30 et 180 jours, encore une fois. Le but, c'est de répliquer à peu près l'audience qu'on a dans notre campagne principale. Et en termes d'investissement pour le test, nous, ce qu'on recommande, c'est d'investir entre 2 fois et 4 fois notre coût d'acquisition cible avant de conclure le test. Je pense que j'ai mis... Non, j'ai pas un exemple sur ça. Bon, par exemple, si mon coût d'acquisition cible, mon coût par achat cible est à 50 $ par vente, pour faire ce test-là, je vais investir entre 100 et 200 $ avant de conclure le test puis de voir si ça marche bien ou non. Tu pourrais le mettre plus longtemps, mais généralement, on essaie d'arrêter là pour débloquer le potentiel de ce qui marche bien, mais pas investir pour rien dans ce qui ne marche pas. Voilà, donc 2 à 4 fois le CPA cible. Ça ressemble à quoi concrètement? Ben, dans ma campagne, je vais avoir plein d'ensembles de publicités sur mes différents tests. J'ai mis ça ici à gauche. Au fur et à mesure de nos nouvelles publicités, on va venir le créer. Et dans un ensemble de publicités, ben, on va avoir une variable à tester. Par exemple, ici, c'est dans le cas de notre cliente Lika, on voulait tester une publicité qui était un concept de versus. Genre, je compare nos produits versus les alternatives. Fait qu'on a fait un visuel qui testait ça, on l'a mis dans différents angles et on le teste dans cet ensemble-là. Aussi simple que ça. Chaque ensemble fait ça et une fois que notre test fonctionne, on vient transférer la publicité qui a bien marché dans notre campagne principale et ça permet de faire en sorte que notre campagne principale, elle a que des publicités qui ont minimalement des bons résultats. Ça n'a pas besoin d'être en grand volume, mais c'est des bons résultats profitables. Et les publicités qui ne marchent pas, on les laisse dans nos tests, on les arrête et c'est terminé pour elles. OK, ça c'est notre campagne de test. Ensuite, j'ai parlé de campagne extension, là, selon le modèle d'affaires que tu as et tout ça. Il y en a 4 généralement qu'on voit les plus souvent. C'est celle-là que j'ai sortie. Il pourrait en avoir d'autres selon ton modèle, là, mais c'est celles qui reviennent le plus. Si tu as une clientèle qui est à très haute récurrence, par exemple que tu vends un produit consommable, genre de la nourriture ou un produit de maquillage qu'on va reacheter une fois dans l'année, 2 fois dans l'année, etc., on peut avoir une campagne qui va être dédiée aux clients existants. À ce moment-ci, ça devient intéressant d'avoir une campagne comme ça parce que ça nous permet de contrôler notre budget. Ça nous permet de mettre juste un 5 à 10 % de notre budget là-dessus, de mettre des publicités adaptées
Donc, par exemple, des offres de bulk, genre viens acheter pour 500$ de nos produits, fais ton stock, puis tu vas avoir un rabais, ou des bundles, des choses comme ça. Et ça nous permet quand même de booster au maximum notre récurrence. Parce qu'on s'entend que si je vends des produits alimentaires, ben, si quelqu'un vient juste une fois, c'est correct, mais si la personne a pu revenir à tous les 3 mois, c'est vraiment, vraiment mieux pour moi. Cela dit, je veux contrôler le budget que je mets là-dedans. Je veux pas que Meta fasse que ça vaudrait pas la peine. Donc, c'est pour ça que je fais une campagne à côté. Je ne fais que cibler mes clients existants et je mets un petit budget là-dessus. Ensuite, je m'en vais à droite. Là. Si j'ai du marketing par courriel, j'ai des infolettres avec Klaviyo, par exemple, et ça marche super bien. Chaque fois que j'envoie des infolettes, ça vend bien, ma communauté est active, on me répond, il y a de l'engagement. Je peux penser faire une campagne de génération de leads. Ici, plutôt que de vendre directement, je vais proposer un lead magnet, un rabais, un cadeau, un guide gratuit, ce genre de choses-là, en échange du email de la personne pour que les gens s'inscrivent à mon infolettre et donc grossir cette liste-là. Ici, un truc intéressant, c'est d'analyser notre earnings per lead. Un lead qui rentre dans mon infolettre, il vaut combien? Est-ce que quelqu'un qui va sur ma liste, il achète en moyenne pour 2$, 5$, 10$, 50$? Ben, pour ça, divise les revenus que ton infolette te génère par le nombre de leads qui sont inscrits. Puis je ne parle pas de quelqu'un qui est déjà client et qui vient racheter. Je te parle d'un lead qui arrive de nulle part, qui s'inscrit puis qui achète par la suite. Et avec ça, ça te permet de voir, ben, est-ce que mon coût par lead est bon ou pas. Quand je viens chercher un lead puis qui me coûte 1$, ben, si en moyenne, il achète pour 2 ou pour 3$, c'est gagnant. Puis si c'est l'inverse, si je paye 3$ un lead puis achète pour une pièce, cette campagne-là, elle ne fonctionne pas. Donc, c'est bon à savoir. Dans les deux cas, les deux campagnes ici nous permettent de scaler en parallèle. C'est que la campagne de marketing par courriel, ben, je peux monter ce budget-là en même temps que je monte le budget de ma campagne principale de vente. C'est pareil pour celle à haute récurrence. Plus que j'ai de nouveaux clients, plus que je vais pouvoir monter cette campagne-là de récurrence parce que plus qu'il va y avoir de gens pour revenir acheter, ainsi de suite. Si j'ai un parcours d'achat qui est très rapide, il y a beaucoup d'achats impulsifs. Mon produit ne demande pas un gros engagement, il n'est pas trop cher, les gens le voient, tombent en amour et achètent en moins de 7 jours à peu près. Ça se fait très très vite. Ce que je peux tester, c'est une campagne ultra froide, une campagne encore plus froide que ma campagne principale. Donc, c'est une campagne où on exclut complètement nos visiteurs du site et nos personnes qui ont interagi avec les réseaux sociaux. À ce moment-là, ici, c'est qu'on va chercher une clientèle qui n'a même pas déjà vu notre logo, nos posts ou quoi que ce soit. Ça peut être une belle façon d'aller chercher encore plus de public qui ne nous connaît pas. Puis nous, on a vu des très, très beaux succès chez plusieurs clients. Cela dit, il faut que ton parcours d'achat soit rapide. Parce que si je prends 6 mois à me décider avant de travailler avec toi, avant d'acheter des produits, parce que c'est cher, parce que c'est compliqué, peu importe, ben cette campagne-là ne marchera pas parce qu'il t'aura jamais d'attribution de résultats. Puis ça peut être intéressant aussi sur cette campagne-là de faire des pubs plus adaptées, genre des offres pour des nouveaux clients, style fais une première commande et obtiens la livraison gratuite ou obtiens un truc en rabais, etc. Je termine avec si tu as une entreprise qui a plutôt un parcours d'achat lent. Les offres que tu as sont dispendieuses ou demandent un engagement qui est compliqué. Tu sais, je pense par exemple à des banques. Vendre des services bancaires, c'est bien beau, mais changer de banque, c'est compliqué. Donc, ben, c'est un parcours d'achat qui est plus lent. Changer de compagnie d'assurance, ce genre de choses-là. Donc, à ce moment-là, ça devient intéressant d'avoir une campagne en parallèle qui est plutôt pour de l'engagement. Donc, j'ai un ciblage qui est froid, j'ai du retargeting aussi, et je viens plus présenter du contenu de marque, du contenu éducatif, des partenariats, des témoignages, mon blog, etc. Le but ici, c'est que tu assumes que la personne est dans son parcours de réflexion. Ça ne pourra pas magiquement passer de 6 mois à une semaine. T'sais, nous, comme agence, par exemple, ça peut prendre plusieurs mois avant qu'une entreprise se décide de travailler avec nous. Je ne peux pas magiquement faire en sorte que l'entreprise se décide du jour au lendemain parce que j'ai envie ou parce que je mets une bonne publicité. Ça va être long dans tous les cas. Donc, on vient supporter ce parcours-là avec du contenu, avec de la valeur, etc. Ça va généralement aider à mieux convertir. Donc, ça, c'est nos campagnes extension. Fine. Fait qu'on arrive quand même avec une structure qui est relativement simple. Et c'est ça qui est important ici. On a notre campagne principale, on a notre campagne de test. Selon mon modèle d'affaires, je peux avoir des campagnes sur le côté pour certains trucs. Si j'ai un point de vente, peut-être j'ai une campagne pour amener les gens au point de vente, ce genre de choses-là. Mais on garde ça le plus simple possible. Plus on duplique, plus on se met à avoir de campagnes différentes partout, plus l'algorithme doit travailler fort pour t'amener des résultats. Parce que si j'ai au lieu d'avoir 1000$ par jour sur une seule campagne, j'ai 100$ par jour sur 10 campagnes différentes, ben j'ai 10 algorithmes différents qui travaillent 10 fois plus ou en tout cas de façon séparée avec 10 fois moins de données. Si j'ai toutes mes ventes à la même place,
Meta va être vraiment, vraiment plus fort pour m'amener plus de résultats, pour comprendre ma clientèle et ainsi de suite. J'espère que ça va jusqu'à maintenant. N'hésitez pas dans le chat s'il y a quoi que ce soit. OK. Comment est-ce qu'on fait maintenant au niveau de la stratégie créative, au niveau de la création de pub? Vous avez peut-être entendu ça. Si vous avez vu d'autres de nos webinaires, on en parle vraiment, vraiment souvent en ce moment. Le nerf de la guerre en publicité méta, que ce soit pour avoir des meilleurs résultats ou pour scaler, pour mettre des plus gros budgets, c'est d'avoir plus de bonnes pubs. Sans ça, ça ne marchera pas. Pour investir plus, il te faut beaucoup plus de pubs à une fréquence beaucoup plus élevée. Puis là, c'est bien beau dit comme ça, mais on a des preuves aussi. Récemment, Motion, l'outil d'analyse créative, à ne pas confondre avec Notion, l'outil de un peu tout, a sorti un grand rapport, les Creative Benchmark 2026, en analysant quelque chose comme 550 000 publicités, 1 ou 2 milliards d'investissements publicitaires là, sur les différents comptes auxquels ils avaient accès. Ils ont fait une grande analyse sur quel type de publicité fonctionnait mieux, qu'est-ce qui fait en sorte que ça donne des bons résultats, et notamment, selon les budgets investis, combien de publicités les entreprises testent. Puis là, je vous les ai surlignés en jaune, là, entre 10 000 et 50 000 US de budget mensuel. En moyenne, les entreprises testent 4 nouvelles pubs par semaine. 4,10 nouvelles pubs par semaine. Ça, c'est la moyenne totale des budgets analysés, en 10 et 50 000 US par mois. Le top 25% des entreprises qui avaient les meilleurs résultats en testent 2 fois plus, 8 par semaine. All right. Fait que là, je vous invite à comparer ça, 4 à 8 par semaine, avec ce que vous testez en ce moment. Combien vous en lancez des publicités par semaine? Est-ce que ça ressemble à ça? Est-ce que c'est plus? Est-ce que c'est moins? Si jamais vous le savez et vous avez l'information, n'hésitez pas à me le mettre dans le chat, mais c'est beaucoup, là, on s'entend. C'est plusieurs dizaines par mois qu'il faut tester. Ça fait énormément de volume. Puis pourquoi est-ce que c'est important? C'est que chaque publicité aujourd'hui a son propre algorithme. Chaque publicité peut aller rejoindre une partie de la clientèle cible. Fait que quand j'ai plusieurs pubs, par défaut, je peux rejoindre efficacement plus de personnes. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour avoir plus de pubs et plus de pubs variées? On le fait, nous, de 2 façons. Moi, nous, c'est la façon dont on applique la stratégie créative. Puis ce que je vous recommande aussi de faire de votre côté, on a l'exploration et l'exploitation. On va aborder chacun de ces 2 points-là. Commençons par l'exploration de la diversité créative. Je le disais, avec Andromeda, chaque pub a son propre algorithme et donc sa propre audience. Ça veut dire que si je fais une publicité qui s'adresse plutôt aux femmes, bien naturellement, les femmes vont voir cette pub-là. Si je fais une pub qui s'adresse aux hommes, naturellement, c'est les hommes qui vont voir ça. Ça, c'est assez logique. Là. Je pense qu'on est capable de suivre jusqu'à maintenant. Mais ça va plus loin que ça. Je peux faire une publicité aux femmes qui ont un certain besoin spécifique que mon produit vient rejoindre, puis par défaut, l'algorithme va aller rejoindre les bonnes personnes. Puis je peux faire une autre publicité qui va rejoindre un autre besoin de la même clientèle, puis cette pub-là va aller rejoindre d'autres personnes qui réagissent mieux. Aussi, des publicités vidéo vont aller rejoindre des gens qui répondent mieux aux vidéos, qui cliquent plus, puis qui achètent plus quand ils voient des vidéos. Puis au contraire, des publicités images ou des publicités carousel vont aller rejoindre les bonnes personnes. Fait que ça veut dire que toutes les pubs que je fais vont aller rejoindre une personne qui a un profil différent, qui a un besoin différent. Puis là, ce que j'ai mis à l'écran, c'est un défilement dans la bibliothèque publicitaire de nos clientes, les mauvaises herbes. On en a des dizaines et des dizaines de publicités différentes. Là. Si je ne me trompe pas, ce compte-là, il y a probablement plusieurs centaines de pubs, peut-être qui roulent en même temps, ou peut-être un petit peu moins, là, au moins une centaine, c'est certain. On a plein de trucs. Là, ça défile rapidement, mais on a des témoignages, des vidéos, des UGC, des screenshots, des schémas, des vidéos plus drôles, des trucs plus sérieux, des comparatifs, des cas. On a plein de choses. Je vais vous montrer comment explorer tout ça, puis comment prioriser un peu au travers de ce qui est possible. En termes d'exploration créative, on a 5 axes pour varier un peu tout ça. Nous, au travers de ces 5 axes-là, on aime ça faire une grande matrice, mais je vais te montrer comment le faire un peu plus simplement. Donc, quand on fait une pub, on a plein de façons de la varier. On a nos produits, ce que j'ai à vendre, on a peut-être plusieurs produits à vendre. On a nos formats publicitaires, donc images, vidéos, tout ça. On a nos segments de clientèle. Un même produit peut s'adresser à plusieurs segments. Si je vends un blender, ben, ce blender-là, il peut être utilisé par des gens sportifs qui veulent se faire des smoothies, peut-être par des gens qui ne peuvent pas manger solide puis qui doivent manger quelque chose de plus liquide. Bon, il y a plein de sous-segments qui peuvent acheter tes produits. Ensuite, on a nos angles publicitaires, c'est les arguments qu'on utilise pour s'adresser aux personnes. Et on a nos concepts visuels, donc le contenant. Comment je présente mes arguments auprès de mon segment de clientèle et ainsi de suite. Fait que, par exemple, si je vends une crème pour le visage, ben,
j'ai mes formats. Je peux faire des images, des publicités images. Je peux faire des vidéos. Je peux faire des vidéos FGC, du Founder Generated Content, donc moi qui présente ma crème et qui te montre à quel point elle est cool. Je peux avoir des vidéos UGC, donc des clients qui disent à quel point cette crème-là, elle est cool. Je peux faire des partenariats avec des influenceurs. Je peux faire des carousels aussi qui présentent différents bénéfices, qui présentent ça. Tout ça, c'est différents formats. Ensuite, au niveau des segments de clientèle, bon, là, spoiler, j'ai pas vraiment d'entreprise de crème, donc là, je suis allé un peu à l'improvisation, mais je pourrais avoir plusieurs segments, genre les jeunes avec acné, les adultes qui ont une peau sensible, les personnes soucieuses de produits naturels, les hommes qui se réveillent finalement sur leur peau puis qui n'ont pas pensé toute leur vie puis que là, finalement, ça devient important, les personnes qui sont plus actives à l'extérieur puis qui ont besoin d'une crème qui va s'adapter à ça, pour le soleil, etc. Tout ça, c'est des segments de clientèle différents. Ensuite, j'ai mes angles publicitaires. Là, j'en ai sorti quelques-uns. On pourrait sûrement en avoir beaucoup plus que ça. Mais j'ai différents problèmes que je viens adresser avec ma crème. La peau sèche, l'acné. J'ai différents bénéfices. Moins de boutons, plus de rougeur, une belle peau mate, une réduction des rides, etc. etc. J'ai des questions, des objections qu'on me pose avant l'achat. Pourquoi est-ce que je devrais payer 60$ pour une crème? Pourquoi c'est la bonne crème pour ma peau à moi? Puis j'ai aussi des éléments de preuve sociale, genre le nombre de clients satisfaits, les témoignages, tout ça. Tout ça, j'aurais pu en faire beaucoup plus. C'est des angles publicitaires différents que je peux faire sur différentes pubs. Ça me fait déjà beaucoup de stock, mais j'ai pas fini. Tous ces formats-là, ces segments, ces angles-là, ils peuvent s'illustrer au travers de plein de formats de visuels aussi. Là, j'ai mis plein d'exemples. On a des formats de pubs qui sont différents, autant des photos bien simples de produits avec du petit texte rajouté dessus, des memes, des visuels un petit peu plus pro, des visuels avec beaucoup de texte dedans, des visuels un petit peu plus comiques, genre ici open bar à crayon, bon, tout ça, des interfaces, genre un airdrop, genre une notification, un paint, il y a 1 million de choses qui sont possibles. Ça, c'est quelques options parmi l'océan de ce qui existe. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on se retrouve avec des centaines ou des milliers de déclinaisons possibles. J'ai tous mes produits, tous mes segments de clientèle, tous mes arguments que je peux utiliser, tous mes déclinaisons de visuels que je peux faire au travers de tous ces arguments-là pour tous ces segments-là. Ça, c'est de l'exploration créative. Et comment est-ce qu'on fait pour se retrouver au travers de tout ça? C'est que toi, comme fondatrice, fondateur ou employé de l'entreprise en question, tu sais déjà un peu c'est qui ta clientèle. Tu la connais déjà bien. Tu sais déjà qu'est-ce qui la pousse à acheter plus que d'autres choses. Tu sais déjà les gens ont quelles questions à te poser avant d'acheter. Fait que priorise en fonction de tes connaissances à toi ou des données que tu as du marché. C'est quoi les croisements qui ont les plus grandes probabilités de fonctionner. Donc, par exemple, commence avec les 2 à 5 meilleurs produits ou les 2 à 5 meilleures offres que tu vends déjà le mieux. Quand tu fais des premières pubs, c'est pas le temps de vendre le produit qui est au fond de ton inventaire et qui se vend pas. Il se vendra pas plus en pub anyway. Fait que ça, c'est le plus logique. Au niveau des formats publicitaires, je te conseille de rester varié parce que ça va vraiment joindre plus de clientèle. Au niveau des segments de clientèle, vas-y avec les 1 à 3 segments qui sont les plus fréquents déjà en ce moment. Quand tu fais de l'exploration de pub, on commence par ça. Ensuite, au niveau des angles publicitaires, regarde un peu tout ce que tu as sorti. Puis vois, c'est quoi les problèmes qu'on vient résoudre qui sont les plus fréquents? C'est quoi les questions qu'on nous pose le plus? C'est quoi les raisons qui font que les gens n'achètent pas? C'est quoi les comparatifs qui font le plus avec les autres entreprises? Est-ce que le prix est important pour ma clientèle? Oui, je devrais en parler dans des pubs. Le prix n'est pas important, je vais prioriser autre chose. Et au niveau des concepts visuels, c'est la même chose. On va varier le plus possible, on va en tester plein. Ça permet de se guider au travers des milliers de possibilités. Je le sais, qu'est-ce qui marche le mieux, je commence avec ça. Puis à la fin, je continuerai d'explorer, puis je testerai le segment de clientèle pas encore utilisé, le truc sous-exploité, je testerai d'autres questions qu'on ne me pose pas nécessairement, puis j'essaierai plus. Puis ça va m'aider en scalant. Mais commence dans ton exploration par ce qui pour toi est le plus logique et que tu n'as pas encore fait en pub. Si en ce moment, toutes tes publicités concernent un besoin spécifique, genre tu vends, je sais pas, tu vends des suppléments et tu t'adresses uniquement aux sportifs, peut-être que tu as un autre marché, des personnes qui l'achètent et qui ne sont pas sportifs, peut-être essayer de commencer par ça, par exemple. OK, on a vu l'exploration. Ça fait beaucoup, on a beaucoup d'éléments à tester, mais là, la mauvaise nouvelle, c'est que ce n'est pas la seule chose qu'il faut faire. L'exploration, c'est bien, mais on ne fait pas juste explorer parce que sinon, je ferais juste lancer des spaghettis sur le mur puis espérer que ça colle. Il y a un élément plus important aussi qu'on vient rajouter et c'est l'exploitation. Des données, tu en as déjà et donc tu peux venir te baser là-dessus pour créer de nouvelles pub. Puis c'est pas un ou l'autre, c'est un et l'autre. On fait toujours de l'exploration et on vient toujours faire de l'exploitation. Donc,
Identifier les publicités qui amènent le plus grand volume de résultats. Donc, qu'est-ce qui marche le mieux en ce moment sur ton compte? Qu'est-ce qui est le plus rentable? Oui, en termes de retour sur investissement, mais aussi en termes de volume. Parce qu'une pub qui amène 2 ventes de façon très rentable, c'est bien, mais une pub qui amène 100 ventes ou 1000 ventes, c'est vraiment, vraiment un bon signe que Meta l'a aimé, que ça a permis de rejoindre une grande audience, puis que ça a été bon à grand volume. Regarde ces publicités-là, détermine ce qui explique la performance. C'est-tu le concept du visuel? C'est-tu l'argument que j'ai donné? C'est-tu le fait qu'il y avait ma tête dedans? C'est-tu un mot que j'ai pris? C'est-tu un produit, une offre, etc. Et tente de répliquer cet élément-là dans de nouvelles pubs. Donc, on fait une hypothèse. Moi, je pense que c'est parce que tel truc, on en teste d'autres comme ça pour voir si on est capable de répliquer ça et d'avoir de bons résultats sur de nouvelles publicités. Un exemple tout simple que j'ai mis ici, c'est chez nos clients Citron Confit qui vend du pain sans gluten et sans allergène, puis qui le vend en ligne. C'est un concept particulier, mais qui marche super, super bien parce que leur pain est vraiment incroyable. Euh, on a fait un premier test ici à gauche, qui est une maquette d'article assez classique. On reprend un peu le code d'un article de blog ou d'un article de presse, sans se passer pour un journal ou quoi, mais ça fait que les gens s'arrêtent, ça marche bien. On a vu que cette publicité-là marchait bien. Qu'est-ce qu'on a fait? On l'a décliné. Pour nous, l'hypothèse, c'est que c'était le format qui marchait bien. Donc, on a testé, hey, si on teste un autre emballage qui reprend ce même principe-là, est-ce que ça va marcher? Dans ce cas-ci, si je ne me trompe pas, oui, ça a très, très bien marché. Ça aurait pu être autre chose. Ça aurait pu être peut-être, est-ce que c'est la tagline qu'on a mis sur le visuel? Ben là, on aurait testé différents visuels avec la même tagline pour voir si ça l'aide. On voit ici quand même, on a pu varier. Je n'ai pas juste changé un mot dans mon visuel en espérant que ça marche mieux. Tant qu'à faire de l'exploitation, on veut que ce qu'on décline, ce qu'on teste, ait vraiment de l'impact. Parce que si j'ai 8 publicités qui fait juste changer un mot, l'impact ne sera pas là. Meta n'aime pas ça, premièrement. Il ne va pas avoir tendance à les tester. Puis, c'est pas vrai que changer une virgule, ça a autant un impact sur ta clientèle. On préfère avoir des éléments quand même un petit peu différents, mais qui se basent sur les mêmes principes. Fait que, exploration, on teste des choses qu'on n'a jamais fait et qu'on pense qu'ils peuvent marcher. Et exploitation, on se base sur ce qui marche bien, on essaie de le reproduire pour améliorer nos résultats. Fait que je trouve plein d'opportunités, puis je les exploite ensuite. OK, j'espère que ça va jusqu'à maintenant. On arrive au dernier point qui est de mesurer les bonnes métriques. Se fier juste à son gestionnaire de publicité, c'est un gros angle mort parce que Meta, on l'a vu, aime ça s'attribuer beaucoup de résultats, mais en plus de ça, a un suivi qui est totalement imparfait. Une journée, Meta peut dire je suis allé te chercher 5 ventes, puis toi, tu ouvres ton Shopify, puis tu envoies 4. Une autre journée, Meta peut te dire je suis allé t'en chercher 6, puis toi, tu as eu ta meilleure journée, tu en as fait 50, puis finalement, il y a plein de ventes qui se sont faites, puis qui n'ont pas été rapportées de la bonne façon ou quoi que ce soit. C'est pas parfait. C'est un suivi qui change beaucoup, c'est une attribution qui change beaucoup, et l'impact que tes pubs ont peut avoir un impact qui est plus à moyen ou à long terme que tu ne pourras pas mesurer. Si quelqu'un clique sur ta pub et achète le mois d'après, ta pub ne sera pas attribuée le résultat puis tu ne le verras pas. Toute la notoriété que vient de générer tes publicités, juste par le fait qu'ils sont affichés et que les gens les voient, ça va avoir un impact sur tes ventes, mais ça se peut que les gens te recherchent sur Google par la suite. Ils se disent ah oui, j'ai vu des publicités d'une boulangerie. C'était quoi déjà? Boulangerie, c'était citron, quelque chose. Ah, je cherche sur Google, puis oups, je tombe dessus. La publicité, ça n'attribuera pas de vente, mais elle a eu son impact quand même. Donc, quand on scale, quand on est en croissance, on ne peut pas juste se fier à ce que notre gestionnaire de pub nous donne. On doit aller plus loin, puis on doit aller sur une source de vérité qui est beaucoup plus fiable. Et surprise, c'est pas plus compliqué que de se demander chaque mois combien de nouveaux clients, de nouvelles clientèles est-ce que tu as généré. Ce chiffre-là, il est facile à trouver sur Shopify ou sur WooCommerce, peu importe ce que tu utilises. J'ai mis un petit graphique ici pour Shopify. On se rend dans nos analyses de données. À gauche, on va dans nos rapports et on a un rapport qui est nouveaux clients au fil du temps. Aussi simple que ça, tu as une belle courbe avec les ventes que tu génères auprès de nouvelles personnes qui font de commandes pour la première fois. Aussi simple que ça. Qu'est-ce qu'on veut ici? Ben, selon tes objectifs, selon où est-ce que tu es rendu dans ton entreprise et tout ça, tu as deux façons de le voir. Si tu as un budget qui est stable, tu ne touches pas à ton budget en ce moment, peu importe ce que tu mets, c'est assez stable, tu veux continuer comme ça pour plusieurs mois, tu veux au minimum t'assurer de continuer d'acquérir de la nouvelle clientèle chaque mois. Il y a plein d'entreprises qui s'en rendent pas compte, mais que cette courbe-là commence à diminuer un petit peu, diminuer un petit peu, diminuer un petit peu. Tu t'en rends pas compte parce que tes ventes sont bonnes, mais tu as moins en moins de ventes qui viennent de nouveaux clients. Puis là, 6 mois plus tard, on frappe un mur parce que ça fait des mois et des mois qu'on génère moins de nouvelles clientèles, puis là, on vient de s'en rendre compte. Fait que c'est vraiment, vraiment important de suivre ça à tous les mois, de s'assurer que c'est assez stable. On s'entend qu'il y a des saisonnalités, qu'il y a des mois où est-ce que c'est plus creux et tout, mais par rapport à l'année passée, par rapport à nos attentes, on veut que ça fitte. En scaling,
Là, ça devient aussi intéressant parce que c'est un des mesures les plus vraies de l'impact de notre scaling, c'est est-ce que mon nombre de nouveaux clients augmente pour vrai? Meta peut donner des super bons résultats. Si j'ai pas de nouveaux clients en plus, en ce moment, ma campagne, elle n'a pas l'impact que je voudrais. Elle va peut-être chercher des clients récurrents, elle va peut-être s'attribuer des ventes qui auraient eu lieu anyway, puis tes ventes Shopify ne montent pas anyway. On veut suivre ça parce que c'est notre source de vérité la plus absolue. Tous les efforts marketing pour aller chercher de la nouvelle clientèle devraient se refléter dans ce chiffre-là. Ça va être la meilleure source. Te dire que tu as eu des impressions, c'est bien, mais est-ce que ton nombre de nouveaux clients a monté? Oui. Parfait. Puis, je rajoute un petit ajout à ça, un petit bonus. Oui, c'est bon d'aller chercher de nouveaux clients, mais selon les enjeux et les défis de profitabilité que tu as, selon la profitabilité que tu veux maintenir, une métrique qu'on va suivre beaucoup, c'est le NCAC, le coût d'acquisition d'un nouveau client. NCAC, c'est pour New Customer Acquisition Cost. Donc, on va prendre toutes nos dépenses marketing, ça inclut tes pubs, ton agence, les outils marketing que tu utilises, et on va les diviser par notre nombre de nouveaux clients. C'est comme le chien de garde de ta rentabilité, de ton acquisition. Si en ce moment, ça te coûte 50 $ aller chercher un nouveau client, puis qu'en scalant, tu doubles ton nombre de nouveaux clients, puis tu passes à 60, ben peut-être que tu es à l'aise avec ça. Mais si tu te rends compte que tu passes à 150, puis que là, oups, on est en train de perdre de l'argent vraiment, vraiment, vraiment vite, OK, peut-être que c'est le temps d'appuyer sur le frein. On pensait pas, on pensait qu'on était très rentable, puis finalement, oups, on l'est moins qu'on pensait. Ça te permet de garder une mesure de est-ce que je garde la profitabilité que je veux. Puis au contraire, il y a des entreprises qui disent je suis prêt à perdre de l'argent pendant un an puis de juste refaire mon profit plus tard. Si c'est ça que tu veux, si c'est ça les enjeux que tu as le financement derrière pour le backer, parfait. Mais au moins suivre ça, ça te permet de voir au fil de mon scaling, est-ce que je continue à être profitable sur mon acquisition client. Puis en augmentant les budgets, souvent on voit que ce chiffre-là augmente, mais on ne veut pas qu'il dépasse un certain seuil. Là, à un moment donné, ça ne vaut plus la peine d'aller chercher un nouveau client parce que ça coûte juste trop cher. Puis on ne le rentabilisera pas ou ça va prendre un an avant de le rentabiliser. Puis là, ça se met à coûter très très cher dans sa croissance. Donc, avec tout ça, est-ce que ton compte publicitaire est prêt à recevoir plus de budget? Est-ce que ton entreprise est prête à investir plus? Est-ce que tu es prêt, tu es optimisé, tu as tout ce qu'il te faut? Euh, J'espère que, premièrement, le webinaire aura pu t'aider à peut-être un peu voir plus clair sur soit si en ce moment tu n'y arrives pas, qu'est-ce qui t'empêche de monter ton budget et d'investir plus, soit si en ce moment tu investis déjà des 20 à 30 000 $ par mois, ben est-ce qu'on le fait de la bonne façon? Est-ce que c'est bien optimisé? Est-ce que ça a l'impact qu'on voudrait? Est-ce qu'on pourrait faire mieux? J'espère que ça aura pu t'aiguiller un petit peu à ce niveau-là. Et si tu regardes et que tu n'as pas encore créé trop de campagnes ou que tu viens de commencer, bon, au moins ça donne un indice sur qu'est-ce que ça va prendre pour augmenter. Qu'est-ce que ça va prendre comme métrique? Qu'est-ce que je vais devoir surveiller? Qu'est-ce que ça va prendre aussi comme effort? Parce qu'on s'entend que ça demande de créer beaucoup plus de pubs. Nous, chez tous nos clients, avoir une bonne stratégie créative, ça a amélioré leurs résultats et ça a permis de mettre plus de budget aussi. Donc, c'est vraiment très, très important. Si tu regardes ça puis tu te dis, ouf, OK, c'est intéressant, ça fait beaucoup, je ne sais pas par où commencer, puis je ne suis pas certain à 100% si monter notre budget, c'est le bon move pour nous, est-ce qu'on devrait le faire ou pas. Nous, c'est le genre d'analyse qu'on fait dans nos appels de deuxième avis très, très, très fréquemment. Tu mets déjà du bon budget puis tu veux avoir un retour ou tu veux regarder si ça vaut la peine pour toi d'augmenter tes budgets. On fait très, très souvent ça. Donc, notre service de deuxième avis, de la façon que ça fonctionne, c'est que c'est une consultation one-shot, en partage d'écran, on ouvre le gestionnaire de publicité, puis on fait un genre d'audit express de qu'est-ce qui se passe. Ça vaut la peine si, en ce moment, tu n'es pas sûr que ton agence fait du bon travail, tu es peut-être content de leur service, mais tu voudrais peut-être challenger un petit peu ça. Peut-être que tes résultats sont en déclin, puis ils étaient peut-être bons avant, mais en ce moment, ça ne marche pas, ou tu as atteint un plateau, et que tu souhaites juste avoir du feedback concret et applicable sur tes campagnes, ton ciblage, tes pubs, tout ça. C'est vraiment, vraiment ça qu'on explore dans notre service de deuxième avis. Le deuxième avis, j'en parlais, là, c'est 60 minutes. On ouvre ton gestionnaire de pub et ensuite tu repars avec l'enregistrement de l'appel puis une liste complète des recommandations. Fait que premièrement, fais ci, ensuite change ça, ensuite teste ci, surveille ça. Puis généralement, la majorité des gens vont ressortir avec 5 à 15 recommandations, que ce soit des changements à faire tout de suite, que ce soit des tests à faire dans le futur, que ce soit des avertissements aussi. Puis si on trouve rien à redire, si tout est parfait puis ta stratégie est déjà bonne, tu repars avec 500 $. On te paye 500 $. C'est notre garantie. Ton temps vaut cher. Fait que c'est soit que tu repars avec des bonnes recommandations, soit que tu repars avec 500 $.
Cet appel-là, il coûte normalement 300 $. C'est une consultation one-shot. Puis là, pour le webinaire, on a fait une petite promo. Donc, avec le code webinaire, euh, il y a un 60 $ de rabais jusqu'au 4 mai, si je ne me trompe pas, c'est lundi. Je peux vous mettre le lien dans le chat. S'il y en a que ça intéresse, dans tous les cas, ça va être disponible. Je vais l'envoyer là, demain avec l'enregistrement. Si vous écoutez en replay, je vous ai mis le lien aussi dans le courriel, donc n'hésitez pas à aller le voir à ce moment-là. Et très important, au moment de payer, n'oubliez pas de rentrer le code webinaire pour avoir le rabais, sinon ça ne s'appliquera pas. Donc très très important ici, au moment du paiement, on rentre au webinaire, s'il vous plaît. Euh, voilà. Cool. On est rendu à la période de questions. Je ne sais pas s'il y avait des questions dans le chat. C'est un sujet qui est beaucoup plus niche, on va dire. Il y a beaucoup d'entreprises qui commencent en pub, mais il y en a moins qui sont sur ces budgets-là. Fait que je sais que c'est un webinaire aussi qui avait peut-être un petit peu moins de personnes, ce que je m'attendais. Fait que je ne sais pas si on va avoir des questions aujourd'hui. N'hésitez pas, que ce soit sur une situation particulière, que ce soit des questions sur un point que j'ai mentionné. Je vais rester une couple de minutes. Sinon, si vous avez une question qui est plus confidentielle ou qui est plus sur un truc particulier, puis vous aimeriez ça m'écrire directement, n'hésitez pas à le faire non plus. Ça va me faire plaisir de vous guider à ce niveau-là. Euh, voilà, je vais laisser encore une petite minute ou deux euh, pour ça. Puis pendant ce temps-là, pourquoi pas les éléments que j'ai mentionnés aujourd'hui, c'est des éléments qu'on voit vraiment, vraiment souvent dans nos appels de deuxième avis. Euh, Puis pour nous, c'est une belle façon aussi d'aider plein d'entreprises qui n'ont pas nécessairement besoin de nos services d'agence. Nous, comme agence, on accompagne avec des services clés en main. On travaille avec une quinzaine d'entreprises à la fois, donc on n'a pas toujours de la place, premièrement. Puis ça veut dire aussi que vu qu'on est une petite équipe, on ne prend pas un volume important de clients, on va être sûr que chaque entreprise qui travaille avec nous en a vraiment besoin. Fait que ça nous est arrivé plein de fois dans ces appels-là de dire Hey, l'agence avec qui tu travailles, tu es très très bien servi, ça marche bien, tes résultats sont bons, parfait, continue comme ça. Ou des fois, c'est pour le budget que tu mets, peut-être que tu pourrais le gérer par toi-même, puis te former, puis ainsi de suite. Nous, ça nous fait toujours plaisir aussi d'aiguiller de cette façon-là. Euh, Joël demande comment est ta structure ensemble de publicité versus publicité pour gérer tous ces créatifs-là? Bonne question. Sur ma campagne principale, donc sur ma campagne de scaling, où est-ce que j'ai mon plus gros budget, j'ai juste un ensemble de pubs avec toutes mes publicités dedans. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, avec Andromeda, euh, en gros, la différence qu'Andromeda a apportée, puis Andromeda, c'est comme une mise à jour d'algorithme qui a eu lieu il y a à peu près 6 mois peut-être, c'est que Meta est rendu bon pour gérer plein de pubs. Avant, si tu lui donnais 100 pubs dans le même ensemble de publicités, il allait en utiliser 4 ou 5, là, ou peut-être jusqu'à 10, mais il allait vraiment, vraiment en perdre pour rien. Tu allais en créer, ça allait servir à rien. Aujourd'hui, nous, on a des clients en ce moment qui roulent avec 50, 70, 100 publicités qui sont actives dans le même ensemble de pubs et tu en as au moins la moitié, voire le trois quarts, qui sont servis, qui ont des bons budgets dessus et qui sont capitalisés pour vrai. C'est un gros, gros, gros atout de Meta en ce moment. Puis ça veut dire que oui, tu as quelques pubs qui vont être des coups de circuit, qui vont aller chercher beaucoup de nouvelles clientèles, mais tu en as plein aussi que Meta va servir dans le parcours client, genre montrer ta pub témoignage à la bonne personne au bon moment et tout ça. Puis le fait de rassembler ça au même endroit, ben, ça fait que ton algorithme est beaucoup mieux nourri que si tu avais divisé ça dans plein d'ensembles de pubs. Fait que, bref, pour ta campagne principale, je te recommande de le laisser au même endroit. Ça semble contre-intuitif, mais pour nous, c'est ce qui amène le plus de résultats. Et pour ce qui est de ta campagne de test, à ce moment-là, chaque test a son ensemble de pubs. Dans un monde idéal, tu voudrais avoir une publicité par ensemble pour vraiment faire un test forcé à chaque truc. Mais la réalité, c'est que ça te prendrait des gros, gros budgets pour tester chaque publicité individuellement. Fait que nous, souvent, on le fait par petites batches. Fait que, mettons, on fait un nouveau concept de visuel, ben, on va le tester dans un ensemble. On essaye un nouveau segment de clientèle, on fait quelques pubs, on le teste dans un ensemble, ou on fait des déclinaisons, on les teste, ainsi de suite. Fait que c'est par petits groupes, on va dire, selon ce que tu viens tester. Effectivement, c'est très contre-intuitif. Ouais, exact. Puis nous, avant, on était très, très. On était les premiers à parler d'une structure froide, tiède, chaud, pour avoir différentes publicités pour différents trucs, etc. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que si je mets une publicité qui est plus de retargeting dans ma même campagne principale, Meta sait quand s'en servir. Fait que ta pub qui est comme découvre mon produit, naturellement, elle va aller rejoindre des gens qui connaissent pas ton produit. Puis ta pub qui est plus genre t'hésites avant d'acheter, voici quelques bonnes raisons, ben cette pub-là, naturellement, va aller rejoindre des gens qui ont déjà ajouté au panier, qui ont déjà vu ton produit, et ainsi de suite. Parce que chaque pub a son propre ciblage, fait que Meta est capable de le gérer par lui-même. Puis le fait de le regrouper, ça fait que tes résultats sont meilleurs parce que ton algorithme est plus puissant que si tu avais 1000 ensembles de pubs avec toutes ces déclinaisons-là.
Cool. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. N'hésitez pas si jamais c'est le cas. Comme je le disais, si vous écoutez en replay sur YouTube, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Sinon, écrivez-moi directement. Ça va me faire plaisir. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à m'écrire, que ce soit sur le deuxième avis, sur nos services aussi, ça arrive. Cool. Ben voilà, ben je vais vous laisser. Il fait super beau. Fait que je vous souhaite un super bon dîner. Peut-être si vous êtes au Québec. Bonne soirée si vous êtes en Europe. Et on se retrouve très, très bientôt. Je vous envoie le replay demain. Ah, il y a une petite question de Caroline. Bon, ben dans ce cas-là, je ne coupe pas tout de suite. Caroline qui disait, donc faites toujours une campagne broad avec des pubs avec différents niveaux d'awareness dans la même campagne ad set. Oui. Euh, c'est très rare aujourd'hui que c'est pas le setup qui marche le mieux. Honnêtement, on l'a testé, là. On a testé chez plusieurs clients une structure complètement large. Une structure large avec des suggestions d'audience. Une structure pas en Advantage Plus, plus contrôlée avec des audiences. Une structure broad, pas en Advantage Plus. On a testé toutes les façons possibles de faire, puis on remet en question cette conclusion-là assez fréquemment. Plusieurs fois dans l'année, on va regarder est-ce qu'on peut challenger ça, puis finalement, est-ce que l'ancien modèle marche mieux? Puis en ce moment, à tous les coups, l'audience Advantage Plus, large, pas de ciblage, fonctionne mieux. Il y a deux raisons pour lesquelles je te dirais de rajouter plus d'indications de ciblage. C'est, un, si tu commences à très petit budget. Mettons que tu as une campagne aujourd'hui à 10 par jour pour de la vente, tu n'auras pas beaucoup de données, Meta va avoir de la misère à se retrouver. Fait que tu peux indiquer des suggestions d'audience. Au moins, ça va le partir à la bonne place. Puis la deuxième chose, c'est si tu as une campagne de notoriété, engagement, vue de vidéo, interaction, toutes des conversions, des événements qui sont très en surface. Tu sais, générer un clic, Meta peut te faire ça n'importe quand parce qu'il y a plein de monde qui clique par accident sur plein d'affaires sur Meta. Ou générer des vues de vidéos. Il y a plein de gens qui s'arrêtent pour regarder des vidéos, même si c'est pas intéressant. Fait que si tu as une business qui vend je sais pas, des services pour les retraités, mettons, ben là, tu vas vouloir rajouter des critères d'intérêt pour tes publicités de vidéos, par exemple. Fait que c'est pas pour une campagne de vente, c'est pas pour une campagne de génération de leads, mais c'est pour les autres objectifs parce qu'ils sont plus en surface. Puis Meta est très paresseux, fait que si tu lui demandes des clics, il va t'amener n'importe qui clique, puis ce sera pas nécessairement ton audience cible. Parce que ça filtre pas comme un achat, par exemple. Un achat, tu le sais que si la personne s'est rendue au bout, ben c'est ta clientèle cible, elle vient d'acheter. Fait que voilà. Merci beaucoup, Caroline, Joël, pour vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à m'écrire par courriel. C'est vraiment le meilleur endroit pour me rejoindre. Sinon, sur LinkedIn, c'est parfait aussi. On fait des webinaires comme ça régulièrement, fait n'hésitez pas à rester abonné pour ne pas manquer les prochains. Sinon, les replays se ramassent toujours sur YouTube aussi. Alors voilà, passez une super belle journée, puis on se retrouve très bientôt. Salut!